Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui Ehud Olmert, l'ancien Premier ministre d'Israël. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci. Je voulais poser une question sur les répercussions intérieures du conflit actuel. Lorsque l'on considère l'ampleur, la durée et l'intensité des combats au cours des 2 dernières années, comment évaluez-vous l'impact sur la sécurité et la société israélienne? Eh bien, comme vous le savez tous, le conflit à ce moment-là, je veux dire le 7 octobre 2023, a commencé à cause d'une attaque extrêmement violente, horrible, barbare et brutale, menée par les légions du Hamas contre des civils israéliens. Il faut souligner que l'attaque du Hamas ne visait pas des soldats, ni des casernes, des camps ou des installations militaires. Ils ont pénétré dans les maisons des gens et ont tué, massacré, décapité et violé des personnes dans leurs salons et leurs chambres. L'impact a donc été monumental. Il n'y avait jamais eu quelque chose de cette nature auparavant pour le peuple d'Israël. Plus de 1200 civils ont été massacrés de la manière la plus atroce. Et la réaction immédiate de la plupart des Israéliens a été que nous devions immédiatement poursuivre tous les tueurs afin de les éliminer. Nous devons distinguer entre le danger sécuritaire réel de la situation dans le Sud, à l'origine, et ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Vous m'aviez alors demandé s'il existait un danger sérieux pour la survie même de l'État d'Israël dans la partie Sud, en raison d'une attaque potentielle du Hamas. J'aurais répondu à l'époque que non, il n'y en avait pas. Et je dis encore aujourd'hui que le 7 octobre, malgré ce qui s'est passé, il n'y avait pas de danger réel, authentique et concret pour la sécurité de l'État d'Israël. Ce qui s'est passé, c'est que l'État d'Israël, qui est extrêmement puissant d'un point de vue militaire, n'était pas là pour défendre les personnes qui y vivaient. En partant du principe que nous savons que le Hamas est présent, nous avons construit des installations militaires, des systèmes de défense technologique, et nous sommes censés avoir une armée avec quelques légions d'infanterie, des chars, des hélicoptères et des avions prêts à intervenir en cas d'attaque. Si toute cette puissance avait été en place au moment de l'attaque, rien ne se serait produit. Ils auraient été anéantis en quelques heures, repoussés, et ne seraient jamais revenus. Ainsi, le danger, objectivement parlant, n'était pas réaliste si nous avions appliqué tous les systèmes de défense nécessaires pour être prêts en cas d'attaque. Mais lorsqu'aucune armée n'était présente, aucun système de défense en fonctionnement, pas de chars, pas de militaires, pas d'hélicoptères, rien, aucun soldat en alerte, ils se sont simplement déplacés. Ils ont franchi la frontière avec leurs voitures et leurs motos, et ils sont entrés dans les colonies et les maisons sans que personne ne les affronte ni ne les défende. Le résultat, par conséquent, a été dévastateur. Mais ce n'était pas le résultat d'un manque de capacité de défense d'Israël. C'était le résultat de l'arrogance, de la complaisance et de l'excès de confiance qui ont entraîné l'absence totale des forces de défense. S'ils avaient été là, rien ne se serait passé. Vous avez été quelque peu critique à l'égard de la réponse du Premier ministre Netanyahou à ces attaques. Que pensez-vous de son leadership et qu'aurait-il dû faire différemment? Écoute, la contre-offensive israélienne s'est révélée inévitable. D'accord? Donc je n'étais pas opposé à la réaction israélienne quand elle a eu lieu. Le fait qu'elle se soit produite, comme je l'ai déjà dit, était le résultat d'une complaisance et d'une arrogance qui étaient, je pense, incarnées par l'attitude de Netanyahou
et par le fait qu'ils croyaient sincèrement pouvoir ignorer l'autorité palestinienne, le partenaire naturel pour des négociations de paix, et plutôt flirter avec le Hamas, en achetant une sorte de coopération tacite avec Israël, grâce aux fonds qu'il les a autorisés à recevoir du Qatar, des centaines de millions de dollars. Ils pensaient pouvoir les acheter avec de l'argent comme mode de vie. Ma première critique envers le gouvernement concerne tout ce qui s'est passé au fil des années précédant le 7 octobre 2023. Le fait que nous nous soyons abstenus de maintenir un contact significatif avec l'autorité palestinienne, que nous ayons évité de négocier ou de mettre en place un véritable processus de paix global entre nous et les Palestiniens, a été une erreur historique dramatique qu'on ne peut ni oublier ni pardonner. Cet échec a une dépendance totale vis-à-vis de la coopération tacite entre nous et le Hamas. Netanyahou s'est révélé s'être le plus grand allié du Hamas. Netanyahou est celui qui a fourni tout le soutien militaire et financier qui a permis au Hamas de construire la ville souterraine de tunnels à Gaza et d'acheter et de produire des milliers de roquettes, des roquettes qu'ils ont pu fabriquer grâce à l'argent reçu du Qatar par l'intermédiaire du gouvernement israélien et du Premier ministre d'Israël. C'est donc là la stratégie, le concept. Le manque total de compréhension du fait que faire la paix avec l'autorité palestinienne constitue le véritable intérêt stratégique de l'État d'Israël, plutôt que d'essayer de gérer le conflit en évitant la paix et en négociant tacitement par l'intermédiaire du Qatar avec le Hamas. C'est cette erreur majeure qui a provoqué les événements du 7 octobre. Le deuxième point est le suivant. Lorsque nous avons décidé de réagir, et cette réaction était intelligente. Quelle a été l'utilité de la réaction? Je dois dire tout d'abord qu'elle était inévitable. Le fait que le 7 octobre ait eu lieu, comme je l'ai dit, était le résultat d'erreurs israéliennes. Mais une fois que cela s'est produit, aucun pays au monde n'aurait pu tolérer le massacre d'un si grand nombre de personnes et la destruction causée par cette attaque sans réagir. Il était donc évident que nous devions répondre et que notre réaction devait viser les dirigeants du Hamas à Gaza. Il était également évident pour tout le monde qu'ils se cachaient à l'intérieur des centres urbains de Gaza, à la fois en surface et sous terre, dans des hôpitaux, des installations publiques, des mosquées, des écoles et des habitations privées. Par conséquent, atteindre les dirigeants du Hamas a inévitablement provoqué, comme cela a été le cas, d'importants dommages collatéraux. Et donc, et je pense que cela était évident pour tout le monde, lorsque le président Biden, le premier ministre Rishi Sunak au Royaume-Uni, le président Macron, le chancelier Scholz, la première ministre Meloni, ainsi que tous les dirigeants européens, américains et autres, ont déclaré qu'Israël avait le droit de les poursuivre. Ils savaient que de nombreux Palestiniens seraient tués et que certains de ces morts ne seraient pas impliqués dans le terrorisme. Mais compte tenu des circonstances, c'était une conséquence inévitable du droit d'Israël de poursuivre les dirigeants du Hamas. La question est, premièrement, jusqu'où pouvions-nous continuer? Et deuxièmement, quelle était la stratégie d'Israël au regard de la réaction militaire que nous avons menée? Quelle était la stratégie pour le lendemain? Le problème, c'est que d'abord, nous avons continué à nous battre encore et encore, l'immense puissance militaire d'Israël contre ces terroristes. Et à un certain moment, nous avons atteint un stade où des actions militaires supplémentaires ne produisaient plus de résultats justifiant leur coût. Le coût en vie de soldats israéliens, le coût en vie d'otages israéliens, dont certains, nous le savons, ont perdu la vie à la suite des attaques israéliennes et des réactions de leurs ravisseurs, ainsi que le coût en vie de Palestiniens non impliqués.
Mais l'échec le plus dramatique du gouvernement israélien a été son incapacité à offrir une vision pour le lendemain, pour nous et pour Gaza. Quel était le plan israélien? Tout le monde demandait au Premier ministre, « D'accord, Monsieur le Premier ministre, vous voulez tuer, tuer, tuer. Très bien, encore, encore, encore. Mais qu'avez-vous en tête pour le lendemain? Quelle est la vision? Quel est l'horizon politique que propose Israël? » L'incapacité à offrir un horizon politique a été, je pense, la plus grande erreur, celle qui a poussé la communauté internationale à perdre patience face à la poursuite des attaques israéliennes. Et je crois que cela a atteint son paroxysme en mars 2025, lorsque le Premier ministre a décidé de ne pas poursuivre le processus de négociation qui avait été entamé. Il y avait un accord parrainé par les États-Unis, selon lequel, après le 18 mars 2025, nous devions poursuivre les négociations pour mettre fin à la guerre de tous les otages. Et Netanyahou a décidé qu'il voulait étendre la guerre. Alors la communauté internationale a dit, « Pourquoi veux-tu étendre la guerre? Nous pouvons y mettre fin et ramener tous les otages. » Et cela n'a pas été dit seulement par la communauté internationale, mais aussi par des milliers d'Israéliens. Pas seulement les simples citoyens, pas seulement la base dans les rues, mais les plus hauts anciens généraux et commandants militaires israéliens. L'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, le chef du Mossad et le chef des services de sécurité, ils ont tous signé une pétition disant « Nous n'avons pas besoin d'étendre la guerre. Nous n'avons pas besoin de perdre plus de soldats. Nous n'avons pas besoin de perdre plus d'otages. Nous n'avons pas besoin de continuer à tuer des Palestiniens non impliqués. Mettez fin à la guerre maintenant. » Et lorsque Netanyahou a décidé de poursuivre la guerre, celle-ci a perdu sa légitimité, non seulement en Israël, mais dans le monde entier. Cela a provoqué une érosion spectaculaire du statut de l'État d'Israël à l'échelle mondiale. Les émeutes, les manifestations et les mouvements de protestation à travers le monde ont causé de graves dommages à la réputation d'Israël et à sa position sur la scène internationale. Alors comment cela s'est-il manifesté dans le sentiment du public israélien? Comment voyez-vous la guerre affecter, je suppose, la cohésion sociale? Et y a-t-il des inquiétudes concernant l'esprit national d'Israël, ou s'agit-il plutôt des réactions venues de l'étranger? Je pense que, voyez-vous, les réactions venues de l'étranger ne rendent la vie ni facile ni agréable pour aucun d'entre nous. Pour ma part, je passe mon temps à voyager à travers le monde. Je prends l'avion chaque semaine pour différentes régions. La semaine dernière, j'étais au Japon, puis à Berlin. Cette semaine, je serai à Londres, puis de nouveau en Allemagne, et ainsi de suite. J'essaie d'expliquer et de présenter les différentes perspectives que beaucoup d'Israéliens ont. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Je suis assez encouragé par la bonne réaction que je reçois personnellement lorsque j'essaie d'expliquer aux gens que je ne suis qu'un individu, mais que je parle au nom de millions d'Israéliens qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Les gens devraient savoir qu'une grande partie de l'opinion publique israélienne ne soutient pas ces politiques. La poursuite des combats à Gaza, le meurtre de Palestiniens non impliqués, les atrocités commises par les jeunes des collines en Cisjordanie contre des Palestiniens innocents. Il est donc très important pour moi que les gens dans le monde entier comprennent que ce qu'ils entendent à propos du gouvernement ne représente pas nécessairement l'ensemble de la population. Nous manifestons et protestons chaque jour dans les rues de Tel Aviv, de Jérusalem et à travers tout le pays, de manière très spectaculaire.
Mais tant que ce gouvernement est au pouvoir, ce n'est pas si simple. Car parfois les gens me disent, d'accord, c'est ce que vous dites. Mais en ce moment, le ministre de la Sécurité nationale, Ben Gvir, ou le ministre des Finances, Smotrich, ou le Premier ministre, ou le ministre de la Défense disent autre chose. Ils disent qu'il faut tuer tout le monde, tout détruire, et ainsi de suite. D'accord, no matter if on to rank Lisa Stenstein, je suis sûr de mon kibat or. I know this is a problem. We are trying to battle it, and I hope that we will succeed to ultimately. Et j'espère que nous parviendrons finalement à rétablir les valeurs fondamentales et les attitudes essentielles qui ont caractérisé l'État d'Israël pendant des générations, en les ramenant au premier plan. Ce n'est pas facile, car le mouvement de protestation en Israël a en réalité commencé avant le 7 octobre. Lorsque le Premier ministre, après avoir été inculpé de graves accusations criminelles devant le tribunal de district de Jérusalem, a commencé à tenter de modifier le système judiciaire afin de se débarrasser du risque de perdre sa fonction et d'être condamné par un tribunal. Et aujourd'hui, il continue d'essayer de modifier certaines des lois démocratiques fondamentales de l'État d'Israël. Ils ne reconnaissent pas le gouvernement, et le gouvernement ne reconnaît pas la Cour suprême de justice. Le ministre de la Justice dit qu'il ne reconnaît pas le président de la Cour suprême, et ainsi de suite. Nous sommes donc au milieu d'une bataille qui a polarisé et divisé la société israélienne et qui a affaibli l'État d'Israël. Je pense que, selon tous les sondages en Israël, plus de 60% des Israéliens, une nette majorité, ne font pas confiance au Premier ministre israélien et ne croient pas que ce qui motive le gouvernement soit les véritables intérêts de l'État d'Israël, mais plutôt les intérêts politiques du gouvernement et du Premier ministre. Certains observateurs ont averti qu'il pourrait même y avoir un risque de guerre civile. Pensez-vous que c'est exagéré ou que ce n'est pas à exclure? Le risque n'est pas exagéré. J'espère que cela n'arrivera pas, mais je ne suis ni heureux ni serein. Je pense qu'ils ont poussé les choses à un extrême qui met en péril la stabilité de notre système démocratique, ainsi que celle de nos relations sociales entre les différentes composantes de la population israélienne à l'intérieur de notre pays, en grande partie à cause de l'incitation et de la polarisation que le gouvernement a si fortement encouragée. Israël a toujours été très dépendant de son partenariat avec les États-Unis. Mais comment voyez-vous la sécurité israélienne être affectée par le changement dans la répartition internationale du pouvoir? Les États-Unis, dans un système plus multipolaire, semblent avoir une influence réduite au Moyen-Orient. Et lorsque les Américains doivent établir des priorités, cela risque d'alimenter davantage de voix critiques sur les endroits où ils devraient être présents. Par exemple, en Europe, ils souhaitent accorder moins de priorité à certaines régions. Et il y a aussi davantage de critiques aujourd'hui concernant le soutien jugé excessif à Israël. Comment voyez-vous Israël s'adapter à ces changements de pouvoir? Je pense que tu vas un peu trop loin. Les changements dans le... je pense que s'il y a quelque chose qui a été prouvé et je crois démontré de manière très spectaculaire, c'est que l'influence des États-Unis dans la région a en réalité considérablement augmenté. Je ne sais pas à quel point c'est stable, je ne sais pas à quel point ce sera durable. Cela reste à voir. Et nous savons que nous avons affaire à un président que tout le monde décrit comme totalement imprévisible. Donc, nous ne savons pas quelle sera la politique de Trump demain. Lui-même ne le sait pas. Comment pourrions-nous le savoir? Mais en même temps, n'oublions pas que l'Amérique a attaqué l'Iran, quelque chose que 5 présidents américains avant Trump avaient promis de faire. Non pas nécessairement pour attaquer. Remember just Esther Grivel in this radium this war.
Et seul Trump a réellement transformé cela en une attaque aérienne militaire contre l'Iran, de manière très spectaculaire. De plus, il a dirigé la conférence de Sharm el-Sheikh, où il avait réuni des dirigeants venus des 4 coins du monde, de la Turquie à l'Indonésie, en passant par l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte, la Jordanie et bien d'autres encore. Donc, premièrement, je ne pense pas que l'influence américaine ait nécessairement diminué. Peut-être même au contraire. Mais je crois qu'une chose a été démontrée de la manière la plus spectaculaire, la supériorité militaire écrasante d'Israël. Le Hezbollah a plus ou moins disparu. D'accord. Ils essayent maintenant de restaurer quelque chose, de reconstruire quelque chose, mais nous savons ce qui leur est arrivé, n'est-ce pas? Et Nasrallah n'est plus parmi nous. Assad et l'administration syrienne se sont effondrés, et l'Amérique accueille désormais Abu Mohammad al-Julani, le nouveau président de la Syrie, et ils vont signer un accord de coopération entre l'Amérique et la Syrie. La Syrie qui a été pendant de nombreuses années une base pour l'Iran et pour la Russie. C'est donc aussi un changement positif du point de vue des intérêts sécuritaires de l'État d'Israël. L'épisode des Houthis n'est pas vraiment sérieux, et nous savons comment les gérer si nécessaire. Le Hamas existe à peine. Les milices iraniennes en Irak sont presque inexistantes. Donc je pense que, d'un point de vue militaire, ce qui s'est manifesté, premièrement, c'est une présence politique croissante et aussi une présence militaire potentielle des États-Unis dans la région. Et deuxièmement, une supériorité militaire israélienne considérable. Israël a réussi à contrôler les zones autour de Téhéran, en éliminant une trentaine ou plus des dirigeants militaires et politiques les plus importants des gardiens de la Révolution. Et lorsque Israël a été attaqué par des missiles balistiques, non seulement Israël, mais aussi l'Amérique, la Grande-Bretagne et la France ont participé à la défense de l'État d'Israël, aux côtés de certains pays arabes également, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Égypte et d'autres. La position sécuritaire d'Israël est bien meilleure. La force d'Israël, la capacité d'Israël à se défendre est bien meilleure. La rhétorique d'Israël, les déclarations faites par le Premier ministre et les autres ministres, ainsi que par ses partisans messianiques, est scandaleuse, inacceptable et ne reflète pas les véritables besoins nationaux de l'État d'Israël. Ainsi, l'apparence diffère du statut réel d'Israël. Nous sommes dans une bien meilleure situation et je pense personnellement que nous sommes en position de prendre tous les risques nécessaires pour entamer un processus de négociation significatif, en ouvrant un dialogue avec l'autorité palestinienne, afin de commencer à construire un processus qui nous mènera à une solution globale fondée sur 2 États. En ce qui concerne la recherche d'une solution diplomatique avec les Iraniens, voyez-vous une voie possible? Parce que je sais qu'il y a eu, bien sûr, une attaque cette année contre l'Iran, mais en 2023, après la réconciliation irano-saoudienne négociée par la Chine, nous avons vu l'ancien directeur du Mossad, Ephraim Halevi, affirmer qu'Israël devrait également envisager d'améliorer ses relations avec l'Iran. Pensez-vous qu'il existe actuellement en Israël une volonté de parvenir à un règlement politique avec les Iraniens, ou bien l'état d'esprit a-t-il trop changé? J'ai été ministre en Israël et j'ai essayé de tendre la main aux Iraniens, de m'asseoir avec eux et de leur dire, écoutez, il est temps. Assez, c'est assez. Vous ne pouvez pas nous détruire et nous ne pouvons pas vous détruire. Si vous pensez pouvoir nous surpasser avec tous vos mandataires au Liban, à Gaza, en Syrie et en Irak, je crois que vous avez compris que cela ne fonctionne pas. Alors pourquoi ne pas commencer à changer de direction? Je ne sais pas si l'Iran aurait été prêt pour cela, mais je ne suis pas sûr que cela ne vaille pas la peine d'essayer. Et comme je l'ai dit, si j'avais été Premier ministre, c'est ce que j'aurais fait.
Juste une dernière question rapide. Je vous ai en fait rencontré en 2018 au Kazakhstan. À cette époque, vous parliez de l'importance de la relation, du fait que la stabilité stratégique reposait aussi, dans une certaine mesure, sur les bonnes relations entre la Russie et Israël, relations qui étaient appréciées des deux côtés. Mais au cours des dernières années, j'imagine pour deux raisons. D'une part, le soutien d'Israël à l'Ukraine, et d'autre part, les liens plus étroits de la Russie avec l'Iran. Nous voyons que les relations ne sont plus ce qu'elles étaient. Voyez-vous là un motif d'inquiétude? Ou pensez-vous que les divisions ou les désaccords sont exagérés? Écoutez, je viens d'apprendre que le Kazakhstan souhaite rejoindre les accords d'Abraham. C'est plutôt amusant si l'on considère que nous entretenons des relations diplomatiques avec le Kazakhstan depuis 30 ans. Vous savez, les accords d'Abraham ont été signés par des pays qui n'avaient auparavant aucune relation. Le Kazakhstan y adhérait alors qu'il coopère déjà pacifiquement et amicalement avec l'État d'Israël depuis de nombreuses années. Donc je pense qu'Israël est actuellement dans une bonne position s'il veut adopter une politique différente de celle de Ben Gvir et Smotrich. Si nous voulons vraiment reconstruire le potentiel d'Israël, les réussites dans le domaine des hautes technologies, le succès économique, la coopération universitaire que nous avons développée, alors les opportunités à venir sont véritablement sans limite et nous serons capables de les saisir. Mais la question est de savoir si le gouvernement israélien, le gouvernement actuel, s'intéresse à tout cela, ou s'il se concentre sur la réalisation de ses rêves messianiques de liberté. Reprendre Gaza pour y réinstaller des Juifs, puis expulser tous les Arabes et Palestiniens de Cisjordanie afin de la réinstaller et de l'intégrer là-bas. Je pense que c'est la stratégie. Je pense que la façon de changer la situation est de se débarrasser de notre gouvernement, et j'espère que cela arrivera bientôt. Ensuite, je pense que nous pourrons recommencer des discussions stratégiques, non seulement avec les Américains, qui sont nos partenaires et défenseurs naturels, non seulement avec les Saoudiens, les Émiratis et d'autres pays de la région, mais aussi en rétablissant la confiance qui existait autrefois entre nous et la Russie, et entre nous et les Chinois. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'apprécie vraiment. Merci, Monsieur Dizen.